On est garé à San Pedro Sula depuis l'autre jour. On a retrouvé mon frère d'accueil. On est à 30 mètres de sa maison. Et aujourd'hui, Rudy, Rodolfo, nous emmène surtout les enfants à un cours de Jiu-Jitsu. Parce qu'il est lui-même instructeur. Donc ça va être son plaisir de partager sa passion aux enfants. Jaguar en français. Jaguar. Y a que hacer un calentamiento, ¿sí? Oui. Allez. Santi, ¿qué pasa, güey? Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Après la séance d'école de ce matin, Nico va nous faire découvrir le centre de San Pedro Sula. Il me l'avait déjà fait découvrir il y a 12 ans, mais on va le faire découvrir aux enfants. Et on va partir chercher un Comédor. Je ne sais pas comment ça s'appelle ici. Dans le centre et visiter un peu le centre de la ville. Nous voilà dans le centre, on arrive au Guamilito. Alors Nico va vous expliquer ce que c'est le Guamilito. De ce que j'ai compris, c'est le marché local. Alors ici c'est un peu le vieux marché traditionnel de San Pedro. Il y a à la fois la partie souvenirs et puis la nourriture, les magasins qui vendent des fruits, des légumes, de la viande. C'est un peu tout mélangé. Et là c'est la première fois que je viens dans cette version-ci parce qu'il a brûlé pendant le Covid et donc là il est tout nouveau. Voilà. Ouais. Tout fait à main. Nico essaye absolument de convaincre son fils d'acheter un maillot du Honduras. On est à côté du parc central de San Pedro Sula. Juste à côté, il est là derrière moi. Et là on est à côté de la cathédrale. Et c'est vraiment le centre de la ville ici. C'est ici qu'a commencé la ville de San Pedro Sula, qui s'est étalée au fur et à mesure. Et donc là on est à côté de l'avenue 1 et de la cahier 1. Et en fait après pour les avenues vous montez ou vous descendez. Donc c'est 2 par en haut ou 2 par en bas. Et pareil pour les rues, c'est à gauche ou à droite. Une à gauche, une à droite. Mais ici on est donc vraiment au centre de la ville. San Pedro Sula c'est la deuxième ville la plus importante du Honduras. Elle a à peu près 600-700 000 habitants parce que le dernier recensement date déjà un petit peu. Donc c'est difficile d'avoir une estimation correcte du nombre d'habitants qu'il y a. Elle est à peu près 200 000 habitants derrière Tegucigalpa, la capitale. San Pedro Sula, c'est un peu la capitale, on va dire, industrielle du pays. Ici, autour de la ville, il y a énormément d'usines pour des marques de textiles très très connues. Il y a également pas mal de céréales produites pour des marques de céréales pour le petit déjeuner qui sont produits ici. En plus, bien sûr, d'être ce qu'on appelle grossièrement une république bananière. Et dans le sud du pays, avoir énormément de ressources en tabac et en canne à sucre. Canne à sucre très important pour le rhum, je précise. Donc voilà, San Pedro Sula, donc c'est plus orienté fabrication. Et Tegucigalpa, c'est la capitale administrative du pays. Ce matin, on est avec mon frère Rudy, qui est là, et il nous emmène sur un des points de vue les plus beaux de San Pedro, qui s'appelle la Coca-Cola. Alors c'est pas qu'on veut faire des pubs pour se nettoyant pour toilettes, mais voilà, donc on va monter. On a pour 45 minutes de marche pour arriver au sommet et puis avoir une vue imprenable sur San Pedro Sula. Alors ça monte bien quand même. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en route. 25 minutes. Combien 25 minutes, donc on est en théorie à mi-chemin passé. Il fait quand même plein soleil. Donc on transpire bien. Et ça monte. C'est intérêt à valoir la peine. Les enfants en ont déjà marre. On est arrivé au-dessus de San Pedro, c'est là derrière moi. Voilà. Alors il y a un petit peu de brume donc on voit pas très bien. Alors on voit, on devine plus qu'autre chose. C'est marrant de voir d'ici en haut où on était en fait hier dans l'après-midi quand on a fait la visite du parc et de la cathédrale. Voilà, comme ça je vous donne un peu un aperçu. Ce matin ça fait pile une semaine qu'on est arrivé à San Pedro Sula et vous vous rendez compte qu'on n'a pas fait grand chose. On a passé beaucoup de temps dans ma famille d'accueil. Oups, les lunettes qui tombent. On en a profité, on a fait du jujutsu, des activités, une petite visite de la ville, ça vous avez vu. Et donc aujourd'hui on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on va bouger un peu. Et on va au musée de... Au musée des enfants. Au musée des enfants.
Et après peut-être qu'on fera un autre musée, on ne sait pas. Sula Children's Museum. Voilà. C'est parti en route pour traverser d'abord tout San Pedro Sula en taxi pour aller au Sula Children's Museum. Et puis rendez-vous dans le centre pour le repas du midi normalement. Et ensuite le musée anthropologie. Ça c'est le plan. C'est le plan théorique du matin. Bon ben finalement on marche de retour jusqu'au centre. Les enfants vous diraient qu'on aurait pu prendre un taxi, c'est vrai. Mais voilà, on a décidé de marcher. Parce que la communication est tellement bonne au musée des enfants que ni sur Google ni sur le site officiel c'était indiqué qu'aujourd'hui il y avait un événement spécial et que donc ils n'étaient pas ouverts au public. C'est un peu dommage, on leur a fait remarquer gentiment et je l'ai mis dans l'avis Google parce qu'en fait ils disent oui mais si c'est écrit. Enfin, c'était écrit sur Facebook, alors s'il faut commencer à aller voir tous les réseaux sociaux avant d'avoir les informations sur un endroit, je trouve que c'est un peu dommage. Soit, mais du coup on marche, j'avoue qu'il faut un peu tirer les enfants parce que ils n'avaient pas prévu de marcher ce matin dans les rues. Ils ont chaud, mais on va aller vers le musée de l'anthropologie où il sera sans doute plus frais pour faire du coup l'autre musée. Et la bonne nouvelle c'est que on aura fini plus tôt. Là on est de nouveau sur le boulevard principal comme l'autre jour, on descend toutes les rues pour arriver jusque dans le parc. Le boulevard s'appelle Francisco Morazán. Francisco Morazán pour la partie historique, c'est un héros de l'Amérique centrale. Il a été président, si je ne me trompe pas, du Honduras et du Costa Rica et c'est celui qui a créé l'Union des pays de centre américains, qui a malheureusement capoté assez rapidement. Mais voilà, il a voulu unifier les 5 pays d'Amérique centrale pour en faire un seul. Et donc ici, ici au Guatemala et dans d'autres pays, c'est vraiment considéré comme un héros. Il y a énormément d'écoles à son nom et ici, en l'occurrence, c'est le boulevard principal de San Pedro Sula qui s'appelle comme ça. On est arrivé au musée anthropologique et ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, ils viennent d'avoir une nouvelle exposition sur le site archéologique de Curuste, qui est un site proche des Mayas, qui date de 800 après Jésus-Christ. Et donc ce sont toutes des découvertes qu'ils ont fait ici dans la région de San Pedro Sula et qu'ils montrent depuis quelques semaines seulement. Donc on a un peu de chance d'être là au bon moment pour découvrir tout cet artisanat qu'ils ont découvert. Ça, c'est ce qu'ils ont appelé la Vénus de Curuste. Donc c'est de la terre cuite et vide en forme de femme enceinte. Ils ont trouvé des différents morceaux qu'ils ont mis. C'est un long travail archéologique et c'est assez unique dans toute l'Amérique précolombienne d'avoir une statue creuse comme ça, aussi grande, d'une femme enceinte, il n'y a pas. Et ça a été retrouvé ici dans la région. Alors je sais que dans ces pays-ci, ils ont un énorme orgueil et fierté quand ça arrive ce genre de choses, donc ils sont souvent les premiers à dire oui c'est unique. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment unique, mais en tout cas c'est relativement rare d'avoir une statue de cette taille-là parce que c'est la taille réelle d'une femme enceinte et surtout une statue creuse. Esteban il a décrété qu'il n'y avait rien de spécial, que c'était facile à faire. Je vais quand même rappeler que ça faisait 1200 ans qu'elle avait cette statue et donc qu'elle soit encore dans cet état, c'est assez remarquable et c'est une grosse chance pour les archéologues qui l'ont retrouvée. Ça y est, j'ai trouvé le micro que je veux pour mes vidéos YouTube. Alors en rigolant, j'arrive par là et je lis Berk et je dis à Nico que c'est un filtre Berket. Et en fait, je ne pensais pas si bien dire. C'est en effet l'ancêtre de la Berket, c'est aussi un filtre à gravité, c'est le tout premier filtre à gravité. Ce matin, on a quitté San Pedro. Ça faisait plus d'une semaine qu'on était devant chez Rudy et Talia. Mais on ne les a pas encore tout à fait quittés. Normalement, ils nous rejoignent à Tela pour la journée. On va passer une journée à la plage avec eux. Et on va voir comment est la plage en Honduras. En théorie, Tela, c'est censé être une des plus belles plages du Honduras. Donc, à voir si ça répond aux attentes. Bien arrivé à Tela, soi-disant des plus belles plages du Honduras. Je vais aussi profiter pour faire un peu le débrief de cette semaine à San Pedro, qui a été une semaine avec très peu de visites et beaucoup de moments en famille pour moi, donc dans ma famille d'accueil. C'était plus des moments nostalgie, donc c'était très sympa.
C'est mon 5e voyage en Honduras, comme je dis. Ça fait 23 ans que je connais cette personne, qu'on reste en contact tous les ans. Donc c'était beaucoup de chouettes moments et plus une partie privée pour nous. Et puis San Pedro, faut savoir que ça a été considéré comme la ville la plus dangereuse au monde pendant des années. Supplantée par Caracas ces dernières années. Et en fait, San Pedro, qui était une ville très dangereuse, c'est devenu une ville, je dirais pas jolie, mais en tout cas agréable à vivre. Pour faire une idée, on est dans un taux de mortalité comme dans les grandes villes européennes. Alors qu'avant, on était à 7 morts par jour. Voilà. C'est 20 fois moins maintenant en quelques années. Donc ça reste un endroit avec ses dangers bien sûr et tout, mais on n'est plus dans le coupe-gorge que ça a été quand moi je suis venu il y a plus de 20 ans. Voilà, maintenant on va profiter de Tela et de ce bel endroit qu'on a trouvé ici. Bon, c'est un petit parking, hein. D'abord le gars essaie de nous faire payer, mais c'est marqué que c'est un parking municipal. Du coup on a fait genre ben, c'est pas grave, on se casse, hein. Et puis en fait non, je lui ai demandé qui était le propriétaire, à qui appartenait, et puis il me dit oui mais c'est moi qui viens, qui organise et tout, et en fait il a aucune légitimité le gars à faire ça. Bon bah, parfois il fait pas attention aux voitures, mais comme nous on va rester ici quelques jours, j'ai pas envie de lui payer 4 € par jour à quelqu'un qui profite en fait d'un terrain public pour gagner de l'argent. Premier jour sur notre spot, bah, hier on a retrouvé mon frère d'accueil Rudy qui est venu passer l'après-midi avec nous ici, on a profité une dernière fois ensemble, les enfants ont pu jouer dans la mer. Bonne ambiance, bonne ambiance. Le spot, pas trop de soucis, relativement calme, il y a un peu de bruit, de musique jusqu'à peu près 11 h. Ça m'a pas empêché de dormir, pour être honnête. Puis on se réveille, on peut aller se baigner direct. Donc c'est pas désagréable. Alors je vous avais dit, c'est censé être la plus belle plage du Honduras, sur cet endroit, sur cette côte-ci. C'est du très beau sable, mais la vérité c'est que c'est assez sale en fait. Donc je lui donnerai pas les 5 étoiles sur la recommandation Google. Juste pour les déchets. Ça pourrait être vraiment magnifique, mais ça l'est pas. Là on va aller chercher un petit endroit pour manger tranquillement. Parce qu'il y a un restaurant juste à côté de nous sur la plage qui est sympa mais qui est pas donné. C'est de chercher un truc un peu plus local. Je suis passée ici hier, mais moi j'ai pas vu. Évidemment Nico il a l'œil, donc tout de suite il voit que il y a un camping-car, donc on vient le voir. Il est en très très mauvais état. Moi je vois tout de suite qu'il y a une bâche au-dessus qui en plus tient avec une pierre, donc enfin bref. Et on fait le tour et il y a un air conditionné. Ça fait depuis le Mexique qu'on nous dit qu'on devrait mettre un air conditionné, sachant que Jeff en avait un et qu'on l'a enlevé pour gagner du poids et gagner en lumière aussi. Mais regardez, on a la solution. Bon, vous voyez qu'il est branché, je crois que c'est plus une extension de chambre qu'autre chose. Hein. Regarde là, Ouais. il est branché à l'électricité là. Ouais, c'est une extension de chambre. Oh, avec la carte. Et moi je veux lui racheter la table. Il y a une carte sur la table. C'est ce qu'on voulait faire à la base dans Jeff, avoir une carte sur la table. Donc on vient de trouver un camping-car non mobile, voilà. Lunch typique hondurien. Là on en a pris 3, ça coûte 80 lempiras, ce qui fait 3 € et 10 centimes ou 20 centimes, ouais 3 € 20 centimes. On a ça, donc du riz, des haricots rouges, un morceau, moi c'est du porc aux oignons. Les enfants ont pris du poulet plutôt à la plancha, accompagné de sa tajada. Donc la tajada c'est ceci, c'est du platano vert frit et une petite salade. Franchement pour ce prix là c'est parfait. On va quitter Tela, on va d'abord se rendre à un jardin botanique qu'on nous a conseillé de visiter, et puis un aquarium, et puis direction La Ceiba, avec une route où on nous a dit avec un record de casse-vitesse, donc ça va être sympa. Mais d'abord on va devoir sortir de Tela parce qu'ici la route elle m'emmène par l'avenue principale quasiment, donc ça risque d'être comique. Allez, on va démarrer Jeff, déjà voir s'il a envie de partir avec nous aujourd'hui. Alors, il a pas envie. C'est quand même un peu embêtant ce faux contact tout le temps. Il aime pas qu'on le filme quand il démarre, c'est tout. On est dans le parc
parc botanique à côté de Tella. Donc notre première visite du jour. L'entrée pour 5 personnes, donc 3 enfants et nous les 2 adultes, nous a coûté 525 lempiras, ce qui fait moins de 2 euros. Moins de 20 euros, pardon, une bêtise. C'est en théorie le plus grand parc botanique d'Amérique centrale. On nous a annoncé entre 45 minutes et 1 heure de balade en fonction de notre rythme. Il y a essentiellement des plantes et des arbres à voir. On nous a dit des arbres et des plantes de 4 continents. Voilà, pas vous dire plus que ça. Et il y a des oiseaux bien sûr, des toucans. On nous a aussi dit qu'il fallait faire attention qu'il pourrait y avoir des ours. Alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par ours, mais on verra tout ça. Si on voit quelque chose, on essaiera de le filmer. Attention, zone dangereuse. Cet arbre contient des fruits qui sont très dangereux parce qu'ils ont un poison toxique. En fait, les fruits quand ils ne sont pas... Ah, je me fais piquer par une fourmi. Les fruits quand ils ne sont pas mûrs contiennent une substance toxique pour nous et qui peuvent en fait causer la mort parce qu'ils descendent le niveau de sucre du corps tellement bas qu'en fait ils causent la mort. Par contre, une fois qu'il est mûr, le venin est expulsé, alors à ce moment-là on peut commencer à consommer les fruits et alors on peut les cuisiner et les utiliser pour dans la cuisine et apparemment c'est typique, un fruit typique de la cuisine jamaïcaine. Celui-là c'est même pas le rendez-vous avec la toilette qui te donne, c'est directement rendez-vous avec la tombe. C'est sympa. C'est sympa, je suis content d'avoir été prévenu, ceci dit. Voilà, ceux qui ont besoin de faire liquider un proche, prévenez-nous, on peut ramener des fruits. Ça, c'était El Camotillo. Alors le camotillo, c'est aussi appelé la plante des infidèles. Parce que... Oups, j'ai failli tomber de nouveau. Donc si on coupe la plante, elle sort un espèce de lait blanc qui, si on le donne à ingérer à quelqu'un, eh ben, il va vomir, il va avoir la diarrhée. Voilà, punition. Attention, on est devant l'arbre boule de canon. Cet arbre s'appelle comme ça parce qu'il a des fruits qui font comme des boules de canon. Montre-nous Olivia. C'est les grosses boules, comme ça. Et t'as de la peau autour. Et si quand on fait l'espèce de coquille, quoi, dedans t'as une grosse boule de 4 kilos. Merci professeur Olivia. On arrive déjà au bout de cette visite de ce jardin botanique. Très sympa, pas extraordinaire, pas un must à faire. C'est plutôt le décor qui fait que c'est très sympa. Et puis découvrir ces plantes aussi dangereuses pour l'homme et les différentes utilisations qu'il y a. Voilà, c'est franchement sympa. Et puis voir le décor, vous le voyez derrière moi, entre les bambous et les arbres, c'est juste parfait. Maintenant, on va retourner à Jeff, boire un petit coup parce qu'il fait déjà très chaud. Bien arrivé à la Ceiba, pas la route la plus cool à faire. On est sur un parking gratuit en bord de mer, vous voyez, on est bien mis. Tout va bien, tout se passe bien. On est dans les rues de Ceiba et on doit absolument trouver un magasin d'urgence que Esteban a eu un petit accident. Comme ils disent ici, comment ils disent encore? Chancla. Changla. On doit aller au 3e étage. Nico est content, non, Esteban est content. On prend l'ascenseur. Non, de pas prendre parce qu'il y avait vraiment un Réveil difficile ce matin à la Ceiba. Bon, autant vous dire, hein, on a passé une nuit de merde, mais de merde, comme pas possible. En fait, les gens viennent ici à la sortie de leur boulot, donc à partir de 6-7 heures, quand on est rentré du centre, il commence à y avoir des voitures. Ce qui n'est en soi pas tellement dérangeant, sauf que ils ont commencé à mettre de la musique et puis il y a tout un groupe qui est arrivé et qui a mis de la musique jusqu'à 3 h du matin. On aime ça, donc en fait ça fait depuis lundi qu'on est sur des spots où il y a de la musique à fond. Alors l'avantage c'est qu'à Tella, à 1 h du matin, il y avait la police qui venait. Mais je trouvais déjà ça trop tard, 1 h du matin, moi perso j'ai besoin de dormir le soir. Suite de l'épisode du tumulus pris à 60 km/h, on l'avait pas vu tout de suite, mais en fait le réservoir d'eau a tapé, enfin, en tout cas on suppose que ça vient de là. Du coup on s'est rendu compte qu'il y a un gros coup dans le plancher en dessous du lit de Livia.
Donc on est en train de remettre en place le réservoir d'eau qui avait carrément bougé. Et on en profite pour refaire le silicone parce qu'il y avait des endroits où il y avait des fuites quand on remplissait. Je vous montre Nico dans sa position la plus sexy. C'est génial, fait que ça part 35 degrés, je prends ma douche en même temps. Nous sommes le 14 septembre, samedi 14 septembre dans le parc de La Ceiba. Nous sommes arrivés donc à La Ceiba il y a 2 jours. On a fait des petites choses, rien de très intéressant. On a surtout très mal dormi la première nuit, ça vous le savez. On a bougé, donc on a très bien dormi la deuxième nuit. Là, on était crevés quoi. Il y aurait eu un éléphant qui aurait pu faire un prout à côté de nous, on s'aurait encore dormi. Hein. Vous voyez, la référence est sympa, je trouve pas? Ah bon, surtout qu'on a déjà entendu des éléphants qui broutent chaque coin de rue quoi. Bien connu. Voilà, et donc là on est dans le parc, on attend le défilé du soir, parce que hier on voulait faire le défilé du matin, mais on l'a loupé. Ce matin on s'était dit on va pas faire le défilé le matin, et donc le défilé du soir il va commencer d'ici une petite heure. Et là on est occupé à regarder 4 militaires souffrir en silence. Les pauvres, je vais vous les montrer après, ça doit faire je sais pas combien d'heures qu'ils sont là, à garder une statue de Francisco Morazán hein, quand même. Mais le mec il est mort depuis plus d'un siècle, hein, donc enfin, c'est pas très grave. Et les mecs ils souffrent. Alors là il pleut, donc l'air c'est un petit peu rafraîchi, mais ils sont quand même full costume, ils doivent se tenir droit sans bouger. Et rafraîchi c'est vite dit. Oui, rafraîchi c'est vite dit, on est passé de 35 à 30. Plus, hein. Même pas, on est quand même encore à 32, 33. On a perdu 2 degrés quoi. Et je vous jure... Franchement il faudrait faire un gros plan sur leur visage parce que ils ont toute ma compassion. Et j'attends qu'ils tombent. J'ai l'impression qu'ils vont tomber, on les voit qu'ils vacillent. Ils doivent être droits comme des statues. Et ils vacillent. Et en Belgique, ceux qui font les défilés du 21 juillet, même quand il fait 20 degrés, rien à dire. Hein. Venez prendre des cours ici. Bon alors, il y a le... je sais pas qui c'est. Mais bon bref, celui qui leur dit tous les 30 minutes de changer de position, qui vient nous expliquer. Ces jeunes gens-là sont partis pour 3 jours de... Moi je vais dire un marathon parce que c'est un marathon arrêté. Mais donc de 4 h du matin jusqu'au coucher du soir, ils sont là, c'est les 4 mêmes qui sont là toute la journée, jusqu'à ce qu'ils descendent les drapeaux. Et quand ils descendent les drapeaux, eux peuvent lever la garde en honneur donc de Morazán, qui est celui qui est mort pour l'indépendance du pays. De l'Amérique centrale. De l'Amérique centrale, pardon, de l'Amérique centrale. Nico connaît mieux l'histoire que moi j'ai pas étudié ça. Moi j'ai étudié l'histoire d'Équateur, pas de Mais bon bref, donc toujours est-il que ces pauvres gens sont là toute la journée sous ces, on disait tout à l'heure 32 degrés, 33 degrés, mais en fait je vous dis à midi, il fait 40 degrés ici. C'est des sessions de 6 heures qu'ils ont à rester debout comme ça. Moi je lui ai dit, ils ont toute mon admiration. Toute mon admiration. En plus tout gentil, il vient nous proposer si on va aller faire une photo, on peut aller faire une photo avec eux, c'est quand même gentil. Ils ont libéré les 4 forçats qui gardaient la statue, enfin qui rendaient hommage. Et ils ont retrouvé leurs copains et là ils se préparent à faire la descente des drapeaux centra-américains. Donc pas de repos pour eux, on les a directement mis casquettes et sabres. Et là ils reçoivent leurs petites consignes, alors on se dit qu'avec Anaïs c'est sans doute les premières années, la première fois qu'ils font ça. De l'autre côté il y a la rue qui est là, qu'ils ont fermée, c'est la rue principale de La Ceiba. L'église que vous voyez là, c'est l'église principale de La Ceiba. Et donc dans quelques minutes va commencer le défilé. Ça y est, elles vont descendre les drapeaux. Moi j'ai quand même été leur dire qu'elles avaient toute mon admiration. Parce que sincèrement, d'abord rester sans bouger pour moi c'est impossible. Déjà Nico râle quand on fait des vidéos et que je bouge de trop ma tête parce que du coup ça fait pas le point. Mais en plus, sous le soleil, 40 degrés, moi je dis respect.